Bonsoir. Donc, je m'appelle Philippe Meneux. Je suis le directeur de New Zealand Services, qui est une société qui est basée en Nouvelle-Zélande. C'est une société qui a été créée il y a plus de 10 ans. Et le but de la société est d'aider les francophones à réussir leurs projets en Nouvelle-Zélande. Ce soir, on va être plus particulièrement concentré sur tout ce qui est investissement en Nouvelle-Zélande pour les résidents et les non-résidents. Et pour cela, nous aurons avec nous Julie Lefebvre, qui est responsable au sein de New Zealand Service de toute la partie investissement. Bonjour Julie, tu nous entends? Bonsoir à tous. Ça fait presque 5 ans que je travaille avec Philippe pour New Zealand Services et donc j'assiste Philippe en effet sur tous les projets d'investissement que vous pourriez avoir en Nouvelle-Zélande. J'ai également depuis cette année ma licence de salesperson en real estate, donc sur l'immobilier résidentiel. Voilà. D'accord. Donc ce soir, on va aborder plusieurs sujets, aussi bien pour les résidents, les résidents et les non-résidents. Et après, si vous voulez, suivant les questions qui seront posées, vous pourrez aussi nous envoyer des emails et on pourra répondre de façon beaucoup plus précise à vos questions. Et suivant l'intérêt de cette webinar, on fera aussi des webinaires spéciaux pour chaque sujet d'investissement en Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc, merci d'être là déjà, c'est sympa d'être là. Normalement, ça aurait dû se faire autour d'un verre et un peu de fromage, mais malheureusement, Auckland, on est en level 3 et les réunions comme ça ne sont pas autorisées. Donc, pour ne pas décaler ça dans le temps, on a préféré l'organiser de façon virtuelle. Donc, vous pouvez prendre votre morceau de fromage et votre verre de vin, il n'y a pas de souci, on pourra le partager ensemble. Voilà. Donc, on va se présenter rapidement qui on est. Pardon. Je sais pas, qui on est, ne bougez pas non plus. Donc, qui on est? Donc, on est une agence francophone, comme vous pouvez le constater, on parle français. Notre français, et je voudrais dire que my French is better than my English, and my accent is sure is better than my English. On est installé depuis nous-mêmes depuis une vingtaine d'années en Nouvelle-Zélande et on a créé Nouvelle-Zélande Service avec ma femme il y a plus de 10 ans. Et la vocation de Nouvelle-Zélande, c'est vraiment d'aider les francophones qui ont des projets d'investissement, d'immigration et d'études en Nouvelle-Zélande. Donc ce soir, on va plutôt parler des projets d'investissement des gens qui sont déjà arrivés ici en Nouvelle-Zélande. On est des consultants agréés, c'est-à-dire que le gouvernement, on a des licences. On a une licence d'agent d'immigration, j'ai une licence d'agent immobilier et j'ai ma propre agence immobilière. Et j'ai une licence aussi de conseiller financier et je suis à même de pouvoir vous recommander des produits financiers comme des investissements, comme des KiwiSaver dont on parlera tout à l'heure. Et aussi, je viens de finir mes cours pour être aussi assureur. Donc, je pourrais aussi vous aider sur la partie assurance, mais pour l'instant, ce n'est pas le propos à ce jour. Là, ce jour, on est plutôt concentré sur les investissements que vous pouvez faire en tant que résident et non résident. Donc, chaque projet, lorsque l'on rencontre des gens, on n'a pas de formule préétablie à vous vendre. On est là pour écouter votre projet et de vous donner les solutions les plus adaptées à votre projet. On n'a pas de solution clé en main à vous proposer comme ça. Tout dépendra de qui vous êtes et quel est votre objectif. Lorsqu'on commence à travailler ensemble, avec l'ensemble de nos licences, on est capable d'avoir une vision globale de votre projet et de pouvoir vous accompagner à chaque étape de votre projet sans devoir retransmettre les dossiers à X compagnie, parce qu'à chaque fois qu'on transmet les dossiers, il y a forcément une perte d'informations. Pour cela, on est aussi aidé ici en Nouvelle-Zélande avec des cabinets spécialisés comptables et aussi avec des cabinets spécialisés d'avocats. Donc, et la plupart des gens avec lesquels on travaille sont francophones, même si vous êtes anglophone parce que vous travaillez, vous vivez en Nouvelle-Zélande. Il y a certains sujets où on est beaucoup plus à l'aise de parler dans sa langue maternelle plutôt que de parler dans une langue où il y a des termes techniques, on n'est pas forcément
à même de comprendre ou qui peuvent nous paraître un peu plus compliqués. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de pouvoir offrir à l'ensemble de nos clients un service francophone sur tous les domaines. Donc, notre connaissance du domaine de la Nouvelle-Zélande, bah, ça fait 20 ans, donc on est passé par toutes les étapes. Les gens qui travaillent avec nous, bah, comme Julie Lefebvre, Julie Mariozzo et Salomé et Martine, sont tous des gens qui sont passés par l'immigration et par les différentes étapes. Et donc, tu peux nous en parler un petit peu, Julie, de ton expérience par rapport à ça? Oui, bah, je suis arrivée avec un Working Holiday Visa en Nouvelle-Zélande et ensuite j'ai souhaité rester. Donc, j'ai rencontré mon mari aujourd'hui. Donc, voilà, Partnership Visa pour pouvoir rester, résidence et résidence permanente aujourd'hui. Donc, c'est vrai que je suis passée déjà par toutes les étapes Et peut-être toi-même, au niveau de l'immigration. toi-même aussi Et au niveau investi. de l'investissement, oui, c'est vrai que donc à partir du moment où j'ai été résidente, on a souhaité avec mon mari investir en Nouvelle-Zélande. On en parlera. C'est vrai qu'au niveau du marché immobilier en Nouvelle-Zélande, c'est un marché qui fait un peu peur au niveau des prix, au niveau des démarches, parce que c'est vrai que la plupart des achats, notamment sur Auckland, se font aux enchères. C'est quelque chose qui est qui nous est assez inconnu en venant de la France et qui peut parfois bloquer en fait pour franchir le pas. Voilà, ça n'a pas été simple pour nous, hein. Ça nous a pris 2 ans avant de trouver une maison, de gagner une enchère, voilà, pour pouvoir investir. Donc, voilà. Je pense qu'on pourra peut-être revenir sur toutes ces étapes, mais donc c'est une expérience que j'ai vécue. Donc, c'est une bonne expérience des enchères. C'est une bonne expérience de ça. Tu peux savoir quelles sont les choses à faire et pas faire. C'est une bonne expérience quand on est spectateur. C'est vrai que quand on est acteur, qu'on doit miser, je ne vous cache pas que c'est quand même un processus qui est stressant. Donc, mais malheureusement, c'est quelque chose auquel on peut difficilement échapper si on veut acheter à Auckland. Et donc, c'est important d'être bien préparé, de savoir à quoi s'attendre, de s'entraîner en fait, hein, en assistant à plusieurs enchères, en comprenant bien le fonctionnement. Il y a des stratégies en fait qui sont mises en place par les différents acheteurs. Et donc, c'est un peu un jeu finalement avec des gros enjeux, mais voilà. C'est pour ça que c'est important d'être bien accompagné, bien préparé, éventuellement coaché en fait, pour pouvoir passer ces étapes-là. Donc, voilà, donc nous, c'est notre job, c'est d'accompagner les gens qui veulent vendre, acheter un bien immobilier. Ça fait partie des missions premières que l'on a eues. Et depuis quelque temps, on a développé aussi tout ce qui était partie investissement dans des fonds néo-zélandais. L'agence prend l'ensemble des procédures et on est en contact de A jusqu'à Z, aussi bien avec vous qu'avec les gens qui sont intéressés dans les transactions. On prend en charge bien évidemment toutes les démarches administratives. Comme vous disiez tout à l'heure, Julie, on peut aussi vous aider dans l'achat de vos biens, de vous entraîner à tout ce qui est auction. Moi, à titre personnel, j'ai aussi participé à pas mal d'auctions, soit pour nous en tant qu'individu, à titre personnel, ou pour des clients qui ont acheté des biens aux enchères, dans la mesure qu'on a pas mal investi pour nos clients étrangers qui étaient sur la Nouvelle-Calédonie et sur Tahiti. J'ai oublié de vous dire que si vous avez des questions, et je vois que les gens en posent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On pourra répondre aux questions au fur et à mesure. J'ai une question de François. Est-ce que ça veut dire que vous êtes un mortgage broker en même temps? On n'est pas des mortgage brokers, mais on a dans notre réseau, je pourrais être un mortgage broker parce que j'ai aussi la qualification, mais on est en relation avec des gens qui pourront vous aider pour monter votre dossier de crédit. Donc ça fait partie des choses qu'on peut. Il y aura dans toute la partie d'accompagnement pour l'achat immobilier, on a constitué une équipe pluridisciplinaire qui va pouvoir vous accompagner de A jusqu'à Z sur le projet. Mais là, ce soir, c'est pas forcément le sujet, mais on pourra en revenir. Si vous avez d'autres questions, on pourra revenir là-dessus par la suite.
D'accord, donc pardon, voilà, une prise en charge de toutes vos démarches administratives, conseils sur l'achat et la création d'entreprises. Bien évidemment, on travaille aussi avec des entreprises locales. Pour ça, on peut aussi rechercher les entreprises. Ça a été le cas à plusieurs reprises pour des clients qui ont repéré des entreprises ici, un secteur d'entreprise ici, et m'ont demandé d'aller physiquement rencontrer ces entreprises-là et commencer à négocier avec eux pour l'éventualité d'un rachat. Donc pour ça, on peut aussi vous aider. On aide aussi des gens qui sont à l'étranger et qui veulent avoir une entreprise ici en Nouvelle-Zélande. Et pour avoir une entreprise ici en Nouvelle-Zélande, il faut un directeur local. Et nous, on prend ce rôle de directeur local ici en Nouvelle-Zélande pour les entreprises qui ne sont pas physiquement présents ici en Nouvelle-Zélande. Donc ça fait partie des choses qu'on peut faire. On peut vous aider aussi dans le business plan et dans l'étude de marché. On a nos licences pour acheter et vendre de l'immobilier et aussi des entreprises. On a une licence de conseil financier, comme je disais tout à l'heure, et une licence de broker en assurance qui est partie de l'ensemble des conseillers financiers. Pardon, la carte. Il y a peut-être d'autres questions. Non, pas d'autres questions pour l'instant. OK, donc la 4, pardon. Donc, qui on est? Donc, vous avez sur notre écran Julie, qui est responsable projet investissement et qui est agent immobilier, et vous pouvez vérifier son numéro de licence si vous allez sur le site rea.govt.nz. Vous tapez ce numéro-là et vous verrez Julie Lefebvre qui sortira. Et pour moi, si vous tapez mon numéro de licence, vous verrez comme quoi je suis agent immobilier et que je suis lié avec New Zealand Services comme entreprise. Donc, pas mal de gens ont déjà investi en Nouvelle-Zélande et continuent à investir. Depuis le début de l'année, on a investi combien dans les fonds d'investissement que l'on a? Environ 8 millions de dollars, je crois. Oui, oui, sur différents fonds qu'on va pouvoir détailler un petit peu plus loin, en effet. Oui. Donc, malgré quand je dis best country for business, malgré la crise du Covid, je suis assez confiant sur l'avenir de la Nouvelle-Zélande à plusieurs niveaux. Déjà, par expérience, lors de la crise financière de 2008-2009, la Nouvelle-Zélande a été le premier pays de sortir de la crise. Donc, c'est déjà une expérience déjà vécue. Deuxièmement, la structure économique de la Nouvelle-Zélande est que 90% des entreprises sont des entreprises de moins de 10 salariés. C'est-à-dire ces entreprises qui vont être vont pouvoir facilement s'adapter au marché et vont pouvoir redéfinir leur business model sans que ce soit des choses extrêmement, sans qu'il y ait beaucoup d'inertie pour le changement. Quand vous avez une entreprise de 5 personnes, c'est beaucoup plus facile à changer que si vous avez une entreprise de 1000 personnes où il y a forcément une inertie et une résistance au changement. Ici, en Nouvelle-Zélande, on s'adapte très vite et on a surtout, vous qui êtes français, on a surtout une attitude qui est la positive attitude. Si ça fait déjà quelques temps que vous vivez ici en Nouvelle-Zélande, c'est rare que vous rencontrez un Nouveau-Zélandais qui se plaint. Généralement, le Néo-Zélandais va dire « should be right ». Ça devrait aller. Et quelque part, OK, on va faire les choses pour que ça se passe correctement. Donc, je pense que toute l'industrie et toute l'économie nouvelle-zélandaise va pouvoir réagir rapidement et va pouvoir s'adapter rapidement au changement de situation. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de casse au niveau social, parce que forcément, il y aura des emplois qui vont être perdus. Mais là, on a bien vu, par exemple, le tourisme, juste avant les vacances de juillet, où les loueurs de camping-cars ont fait des prix cassés pour louer des camping-cars. Et résultat, pour les vacances de juillet, il n'y avait plus un camping-car disponible à la location à des prix
standard. Il y avait des prix beaucoup plus élevés. Donc, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont voyagé à l'intérieur de la Nouvelle-Zélande, et c'est pas le tourisme international qui a amené l'argent, mais c'est le tourisme local qui a fourni, qui a pu faire travailler les entreprises locales aussi. Donc, ces chiffres-là, forcément, risquent de bouger parce que le taux de croissance était à 218. Le taux de chômage, si je me rappelle bien, était aux alentours de 4%. Il y avait pas mal de points qui étaient positifs. Donc, on ne va pas revenir sur ces points-là. Je pense que ces points positifs restent positifs et que c'est une bonne occasion d'investir, de continuer à investir en Nouvelle-Zélande. C'est assez simple au niveau, au niveau administratif. La fiscalité, elle est assez simple aussi. Suivant les supports d'investissement, vous avez un taux unique, que vous soyez résident ou non résident. Et une des choses qui est aussi importante au niveau de l'investissement, la Nouvelle-Zélande est un des pays où l'investisseur est l'un des mieux protégés. Okay, et l'investisseur lambda a accès à toutes les informations nécessaires qu'il a besoin. Tu as des choses à ajouter par rapport à ça, Julie? Juste peut-être au niveau de la résilience de l'économie néo-zélandaise, c'est vrai que je pense que le gouvernement avait une marge de manœuvre bien plus importante que d'autres pays européens, par exemple, du fait que l'endettement public de la Nouvelle-Zélande est l'un des plus bas, ou était l'un des plus bas dans le monde, et donc du coup, ça a permis de pouvoir mettre en place ce système pour soutenir les entreprises sur plusieurs mois, qui va quand même, je pense, permettre de limiter les dégâts par rapport à d'autres pays, en fait. Donc, et c'est vrai que, comme l'a dit Philippe, je pense qu'au niveau de l'état d'esprit néo-zélandais, il y a une certaine solidarité de la population qui s'est notamment prouvée par le boost du tourisme domestique, où il y a vraiment cette volonté de faire en sorte que les choses se passent bien et soient positives. Donc, plutôt confiante aussi sur la façon dont la Nouvelle-Zélande va sortir de la crise. Et par rapport à ce qu'on va vous parler ce soir, on a nous-mêmes, à titre personnel, investi dans différents produits. Donc, on n'est pas là simplement pour dire des choses en théorie, on est là aussi pour vous donner un retour d'expérience par rapport à ce que nous, on a pu faire dans nos investissements. Donc là, on va parler des investissements, et des investissements qui sont ouverts à tous, et il y a des investissements qui ne sont ouverts qu'à des gens qui sont résidents. Donc, les investissements qui sont réservés simplement aux résidents, les investissements ouverts à tous, on va commencer. Donc, on a les bâtiments commerciaux. Donc, pour vous donner une similitude, ça correspond au SCPI en France, mais pas forcément dans la même façon au niveau fiscal, parce qu'avec les SCPI en France, on peut parler du démembrement, on parle de la nue-propriété et de l'usufruit. Ici, en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas cette séparation, et là, les gens achètent des parts dans des bâtiments commerciaux. Et les retours des parts qui sont achetées proviennent principalement des loyers perçus. La marge, la range, comment on dit en français l'étendue des retours sur investissement, généralement, va de 5,8 à 7,5. C'est ça, Julie? Oui. Brut avant impôt. Hein. Brut, oui. C'est vrai que les bâtiments commerciaux, ce sont des produits d'investissement qui sont intéressants parce que, donc, comme l'a dit Philippe, ils sont ouverts à tous, donc il n'y a pas de question d'être résident ou pas. Il vous suffit juste en fait d'avoir un compte en banque en Nouvelle-Zélande qui soit actif, donc vous pourriez même vivre en France et investir dans ce type de produits. C'est des produits qui sont accessibles à toutes les bourses parce que certains fonds en fait ont un investissement minimum de $1,000 et les deux autres, un investissement minimum de 10 000 et l'autre de 20 000. Donc ça reste quand même relativement accessible. Il n'y a pas de limite dans le temps. C'est pas comme un compte à terme où lorsque vous entrez dans ce fonds, vous vous engagez sur 6 mois, 1 an ou 2 ans. C'est vrai qu'en termes de liquidité, c'est pas un compte en banque. Hein. Une fois que vous investissez, donc vous achetez, comme disait Philippe, des shares. Donc chaque fonds en fait est diversifié. On a par exemple un fonds qui est composé de 8 bâtiments différents.
Ces 8 bâtiments se trouvent dans différentes villes de Nouvelle-Zélande, île du Sud et île du Nord. Donc, on a une diversification géographique. Et à travers ces 8 bâtiments, vous avez en fait 53 locataires qui résident dans ces bâtiments. Et donc, comme disait Philippe, vos revenus proviennent en fait des loyers que payent ces locataires. Et donc, vous achetez des parts sur l'ensemble de ces bâtiments. Et le jour où vous voulez sortir du fonds, ça fonctionne comme le marché de l'offre et la demande. Vous revendez vos shares en fait à un autre acheteur. En termes de liquidité, le marché est très dynamique et actif en ce moment. On est sur 2-3 semaines au niveau de la revente. Donc, voilà. Là, j'ai une question que François nous pose aussi. Mais la crise actuelle voit beaucoup d'entreprises fermées et donc des bâtiments vides. Comment cela impacte l'investissement? Donc, je peux commencer à répondre et Julie continuera à la répondre. Le fait aussi, dans ces fonds-là, il y a beaucoup de diversification. Il y a des bâtiments commerciaux qui sont industriels, du commercial et des bureaux. Et la moitié du fonds est consacrée principalement aux fonds industriels. Et lorsqu'il y a des fonds de bureaux, les derniers bâtiments qui ont été achetés, c'était Vodafone à Christchurch. Donc, c'est toujours des locataires qu'on appelle premium, dont le risque de vacances est assez limité. C'est bien ça? Mmh. Oui, alors, donc on n'a pas encore un recul suffisant pour pouvoir faire une analyse détaillée de l'impact de la crise du Covid sur les bâtiments commerciaux, mais de ce qu'on a pu voir de la première vague, en fait, donc de mars à juin, c'est qu'il y a une baisse de loyer en moyenne de 8%, qui a correspondu en fait à des arrangements financiers ou alors à une réduction temporaire des loyers pour permettre aux locataires en fait d'honorer leur contrat sur le long terme. En fait, le gestionnaire de ces fonds commerciaux travaille de près avec les locataires afin d'assurer en fait la pérennité du fonds. Donc 8% finalement, c'est relativement peu. Ce qui se passe par rapport, en effet, à ce qu'on considère peut-être aujourd'hui comme la nouvelle tendance de travailler de la maison, c'est pas quelque chose qui risque d'être suffisamment une norme sur le long terme pour réellement impacter les bâtiments commerciaux. Ça risque de devenir en fait une option et une flexibilité offerte par les entreprises, mais probablement pas quelque chose sur du 100%. Ce qui fait que chaque entreprise aura quand même toujours besoin d'avoir des bâtiments commerciaux, un siège, des bureaux où les collaborateurs vont se rencontrer, où ils vont créer en fait cette culture d'entreprise, etc. Ce qui va se passer, c'est peut-être qu'en effet, des entreprises vont réduire les mètres carrés des locaux loués. C'est un phénomène qui va impacter les bâtiments commerciaux d'ici quelques années parce qu'en fait, un bail commercial, généralement, il est signé sur 4, 5 ans, voire plus. Donc, l'entreprise qui a loué des mètres carrés ne peut pas faire ce qu'il veut pour se retirer au niveau de son contrat. La deuxième chose qui risque de se passer, c'est que les bâtiments commerciaux, en fait, essayent toujours de réinvestir. Le gestionnaire des bâtiments commerciaux essaie toujours de réinvestir dans les locaux qu'il a acquis pour essayer d'apporter une plus-value pour ses investisseurs. Ce qui fait que si demain, vous avez une entreprise qui quitte un étage d'un bâtiment, peut-être que le gestionnaire va en profiter, en fait, pour complètement rénover cet étage. Et dans 6 mois, les locataires qui s'y installeront paieront à ce moment-là un loyer peut-être premium. Donc, peut-être que chaque entreprise va louer moins de mètres carrés, mais qu'au final, elles vont les payer plus cher. Voilà, donc ça, c'est une façon aussi de s'adapter. Généralement, le gestionnaire de ces fonds-là est assez conservateur au niveau des projections. C'est pas la première crise financière qu'il traverse, parce que c'est une entreprise qui a été créée il y a plus de 20 ans. Et les projections se sont toujours révélées, elles sont prudentes, mais elles augmentent constamment. Voilà. Après, on n'a pas de cristal, donc c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans quelques années, mais on continue à penser que ce sont des bons produits. D'autant plus que les entreprises avec lesquelles on a investi ont aussi bénéficié de la baisse des taux d'intérêt des emprunts aussi. Qui a un effet mécanique. OK, ils ont réduit les loyers pour que les gens payent, mais parallèlement à ça, les mortgages, oui, les emprunts, le taux d'intérêt d'emprunt ont diminué, donc les marges ont augmenté. Et moi, ma marge au niveau de mes comptes a augmenté de 0,30% entre la fin de l'année dernière et cette année. Donc c'est vrai que
Le retour brut a baissé, mais le retour net a augmenté finalement. Donc, ça a été un des aspects positifs de la crise internationale. D'accord. Il y a une question de Gabriel. Les investisseurs dans les bâtiments commerciaux perçoivent-ils des revenus réguliers? Vas-y, réponds. Alors, tout à fait. Donc, ce sont des revenus réguliers. Ça dépend des fonds. Soit c'est versé tous les 3 mois, soit c'est versé tous les mois. C'est quelque chose que vous savez au moment de la souscription du fonds. Et ça permet d'avoir des versements réguliers au niveau des sommes aussi, parce que le gestionnaire garde ce qu'on appelle une marge pour compenser les gens, les locataires qui s'en vont, et les locataires qui arrivent. Il peut y avoir des semaines où il n'y a pas de loyer, mais comme le gestionnaire garde un buffer, une marge, ça lui permet de pouvoir vous payer de façon régulière le même montant tout au long de l'année. Voilà. C'est aussi une sécurité pour vous à ce niveau-là. Donc, pour les biens commerciaux, comme on vous a dit tout à l'heure, on peut commencer à partir de 1000 dollars. Et après, on a des biens commerciaux qui sont à 10 000 ou à 20 000 dollars. Nous, vous verrez, il y a d'autres, si vous vous intéressez à ça, on vous parlera aussi de syndication. Nous, on n'est pas forcément très enclin d'aller dans des syndications parce que lorsque les syndications, déjà, l'investissement minimum est généralement de 50 000 dollars et dans les syndications, vous investissez que dans un seul et même bâtiment. Et il y a très peu de marge de progression parce que ça va être un Bunning, un Countdown ou un Metro 10 et le contrat de location est fait sur les 25 ou les 30 prochaines années et les augmentations sont déjà négociées dès le départ. Et le problème de ça, si vous investissez sur un seul et même bâtiment et que Bunning décide, comme il l'a fait il n'y a pas longtemps, de fermer ses magasins, vous vous retrouvez avec un magasin vide et ça va être très dur. Si Bunning a fermé, ça veut dire que l'activité économique de la région a baissé et vous allez vous retrouver avec un bien qui ne sera pas loué. Donc, c'est pour ça que nous, on a préféré deux choses qu'on a préférées. On a préféré, d'une part, vous orienter nos clients sur des fonds diversifiés et pas sur un seul bâtiment. Et le deuxième point, on a préféré aussi d'aller sur des fonds qui ne sont pas cotés en bourse pour qu'on puisse avoir une valorisation réelle du patrimoine et pas une valorisation parce qu'il se passe quelque chose en Amérique et qui va faire bouger la bourse ici en Nouvelle-Zélande. Donc, on a préféré rester sur des investissements locaux, diversifiés et non listés. Voilà, ça, c'est Peut-être un point aussi, Philippe, c'est ce qui nous a intéressé dans ce type d'investissement, c'est que c'est des investissements qui sont très prisés par les Néo-Zélandais. Tout à fait. Ouais. Parce que c'est vrai que le marché résidentiel avait énormément augmenté, le prix au mètre carré a énormément augmenté sur ces dernières années. Les Néo-Zélandais ont une passion un peu pour l'achat immobilier. Hein. Il y a des statistiques régulièrement qui sortent dans les journaux pour dire qu'en moyenne, un propriétaire néo-zélandais possède tant de maisons. C'est vrai que c'était vraiment une façon pour les Néo-Zélandais d'avoir un revenu complémentaire, d'avoir des investissements locatifs. Ouais. Et l'immobilier ayant énormément augmenté ces dernières années, les retours sur investissement pour le locatif étaient un peu moins attractifs, avec des contraintes aussi propriétaires, locataires, etc. au niveau de la gestion. Et ils se sont tournés du coup de plus en plus vers ces revenus, vers ces investissements en bâtiments commerciaux, qui sont des investissements qu'on dit passifs, parce qu'en fait, vous investissez et votre gestionnaire de fonds s'occupe des locataires, s'occupe de payer les charges, etc. Vous touchez en plus en net, puisque le gestionnaire du fonds s'occupe de payer directement les taxes au niveau de l'IRD. Donc, chaque mois ou tous les trimestres, vous touchez en net vos revenus de cet investissement sans vous soucier de quoi que ce soit par rapport à la gestion du fonds. Donc, c'est vrai que les Néo-Zélandais se sont vraiment rabattus sur ce type de produit. Et aussi parce que les taux de rémunération des comptes à terme et des comptes épargne ont tellement diminué que finalement, ça n'avait plus d'intérêt de garder son argent à la banque. Voilà. Lorsqu'on a préparé cet apéro-là, on a eu des questions concernant les appart-hôtels. Donc, nous, on n'est pas particulièrement fan de ce genre d'investissement parce que un des gros points sur ces investissements d'hôtels, c'est surtout comment vous pouvez sortir du contrat locatif
avec l'hôtel. Parce que si l'hôtel ne gère pas correctement votre bien et si vous n'êtes pas content de votre bien, des retours sur investissement que procure l'hôtel, il est extrêmement difficile de sortir des contrats qui sont signés avec les hôtels. Généralement, en plus, les gens ne comprennent pas bien parce que généralement, les contrats sont de 15 ans avec deux droits de renouveler de 5 ans. Donc, c'est des contrats qui vont jusqu'à 25 ans. Les gens pensent qu'au bout de 15 ans, c'est eux, les propriétaires, qui ont le droit ou pas de renouveler les contrats de location. Non, c'est le locataire qui a le droit de renouveler le contrat. Donc, vous, en tant que propriétaire, même si vous n'êtes pas content de la gestion et de ce que vous rapporte votre bien, bah, ça va être compliqué de pouvoir casser le bien. Et le plus gros souci ensuite aussi par rapport aux appart-hôtels, on peut avoir un problème de revente. Parce que globalement, ça n'intéresse pas forcément les clients locaux. Donc, attention, si vous voulez faire des appartements hôtels, prenez ça en considération, la valeur de revente et surtout, lisez les contrats qui sont liés avec ces hôtels et quelles sont les conditions qui vous permettent de sortir ou pas des contrats de location. Donc, là, on va passer aussi sur les investissements agricoles. Là, c'est les investissements qui sont ouverts à tous, résidents ou non résidents. La seule différence, c'est que généralement, les investissements agricoles s'adressent principalement à ce qu'on appelle des wholesale investors. Et les wholesale investors correspondent à des critères. Donc, avant de pouvoir investir dans ce genre de biens, il va falloir que vous démontriez que vous avez une expérience dans les investissements et que vous compreniez bien les risques liés aux investissements agricoles qui sont la rémunération est plus importante que dans les bâtiments commerciaux, mais le risque est certainement plus important aussi, où on est entre 10 et 42% sur certains fonds. Si on peut considérer le cannabis comme un fonds agricole, on est sur… Ouais. Oui, on est… En moyenne, on va plutôt être sur 8 ou 10%. Sur des fonds classiques, on entend par fonds agricoles investir dans des vignes, investir dans la culture de kiwi, dans le houblon, dans les vergers de pommes, etc. C'est des investissements qui sont intéressants de par les retours qui sont plus élevés, mais en général, quand il y a un retour sur investissement qui est plus élevé, il y a un risque aussi derrière qui est un peu plus élevé. Et l'investissement minimum, il est en général de 100 000 $. Donc, ça s'adresse, c'est ouvert à tous, mais pas forcément à toutes les bourses. Et comme disait Philippe, il faudra que vous ayez la capacité de prouver que vous êtes un investisseur dit expérimenté. Et ça va au-delà d'un investissement résidentiel. Il faut par exemple avoir déjà investi en bourse, avoir un portefeuille d'actions en bourse, etc. Prouver que vous êtes prêt à assumer finalement le risque qui va avec les activités agricoles qui sont liées aux intempéries, aux aléas des cultures. Voilà. Mais c'est aussi une option qui pourrait être envisagée pour diversifier notamment un portfolio d'investissement. Donc après, je disais comme à l'instant, on a aussi des investissements dans le cannabis thérapeutique, pas le cannabis récréatif, mais le cannabis thérapeutique, où il y a des retours sur investissement qui sont assez intéressants, qui sont risqués parce qu'on investit dans des startups, mais on a des retours sur investissement entre 38 et 42% qu'on a eu comme prévision à première vue conservative de la part des gens qui émettent ces actions. C'est bien ça. Oui, bon là, c'est vrai qu'on est encore sur un autre type d'investissement puisque, comme vous l'avez peut-être vu cette année dans les informations, il y a eu l'ouverture de ce marché avec l'autorisation de pouvoir effectuer des recherches scientifiques sur le cannabis thérapeutique, des cultures, et les premières licences pour la commercialisation sont aussi en train d'être accordées par le ministère de la Santé. Donc ça, c'est un tout nouveau marché qui s'est ouvert et donc qui crée forcément des opportunités d'investissement pour les entreprises qui se sont bien développées cette année et qui ont réussi à obtenir ces licences. Donc, c'est un marché, comme vous pouvez l'imaginer, qui est hyper contrôlé. C'est un investissement de départ de plus de 500 000 $ pour l'entreprise pour avoir l'acquisition des licences et cocher toutes les exigences du ministère.
les investisseurs, généralement, doivent investir un minimum de 100 000 à 250 000 dollars en fonction des entreprises. Sachant que c'est un marché qui est innovant, les premières cultures de cannabis thérapeutique sont en train d'être plantées cette année en Nouvelle-Zélande. Donc, la Nouvelle-Zélande a tout à apprendre et tout à construire au niveau du marché et de la filière. Mais par rapport à ce qui a pu se faire dans d'autres pays dans le monde, c'est sûr que les projections des retours sur investissement sont très attractifs. Hein, comme disait Philippe, 38, 40, 42%, ça reste des projections, mais qui sont vraiment au-delà des autres types d'investissements. Mais pour revenir à ce que disait Julie, c'est vrai que c'est un marché nouveau en Nouvelle-Zélande, mais c'est un marché qui a pu être étudié, notamment dans d'autres pays qui le font déjà. Donc, ils vont aussi se servir du retour d'expérience des autres pays pour ne pas commettre les mêmes erreurs ici en Nouvelle-Zélande. Et il y a notamment un rapport qui a été écrit qui est assez complet, qui est assez intéressant par rapport à la culture qu'ils vont mettre ici en place en Nouvelle-Zélande. Et la personne qui a écrit ce rapport fait partie d'une des deux sociétés avec laquelle on travaille. Voilà. C'est bien ça. OK. Donc, on va passer maintenant aux investissements. Il y a d'autres questions pour l'instant? Pardon. J'ai un souci de page, mais bon. Voilà, investissement ouvert aux résidents. Donc, quand on parle de résidents, on parle des gens qui ont la résidence aussi bien dans le terme d'immigration, mais qui sont aussi résidents physiquement ici en Nouvelle-Zélande. C'est les deux choses. Des fois, il peut y avoir des confusions sur le terme résident. Pour les non-résidents, vite fait, pour les gens qui ne sont pas résidents, j'ai oublié de vous dire vous pouvez acheter aussi de l'immobilier résidentiel, principalement de l'immobilier résidentiel sur plan, dans des complexes où il y a plus de 20 unités et dont moins de 60% a été vendu à des étrangers et avec l'obligation de le louer lorsque vous l'avez acheté. Il reste encore quelques biens que vous pouvez acheter en tant que non-résident pour pouvoir y vivre, mais si ça vous intéresse, rapprochez-vous de nous très vite, car il y a de moins en moins de biens comme ça sur le marché. Parce que depuis la loi du 22 octobre 2018, les non-résidents ne peuvent plus acheter de biens de seconde main, qu'on appelle ça, biens d'occasion. Existant. Des biens existants, pardon, aussi bien des terrains que des maisons ou des appartements. Donc, si vous voulez investir dans l'immobilier résidentiel, c'est du neuf, sur plan, avec une vocation locative et pas possibilité à ce jour de loger dedans. Pour l'immobilier ouvert aux résidents, bien sûr, l'immobilier classique. Et donc, c'est là où nous, on peut aussi vous aider dans l'achat d'immobilier, où on va travailler. On a été pendant 10 ans ce qu'on appelle des buyer agents. Donc, on sait comment acheter de l'immobilier ici en Nouvelle-Zélande et on sait qu'est-ce qu'il faut vérifier lorsqu'on achète de l'immobilier. Et on a constitué un panel de professionnels qui sera là aussi avec nous pour vous aider dans votre projet. Et globalement, c'est pas un service qui vous sera onéreux parce qu'on peut aussi travailler avec les agences des vendeurs. Et on peut faire ce qu'on appelle des deals conditional et c'est l'agence du vendeur qui nous paye. Donc, globalement, ça peut être aussi un service qui peut être pas forcément onéreux pour vous sur certaines conditions. Si les gens sont intéressés, on pourra en reparler. Donc, pour l'immobilier résidentiel, donc, vous pouvez acheter de l'immobilier pour y vivre. Donc, comme disait tout à l'heure Julie, principalement ici, l'immobilier est vendu sous forme d'auction, d'enchères. Et pour nous, Français, quand on parle d'enchères, on pense que c'est toujours des problèmes financiers qui ont déclenché des ventes aux enchères, mais non. Ici, ces ventes comme ça s'appellent des mortgage auctions. Il faut être extrêmement prudent lorsqu'on achète des mortgage auctions, parce que généralement, on achète dans l'État et on n'a généralement pas accès aux biens avant de l'acheter. Donc, il faut vraiment, lorsqu'on achète un mortgage auction, il faut être prêt à le démolir parce que vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. Donc, il faut faire attention. C'est bien ça, Julie.
Oui, oui. Et c'est vrai que donc, comme on le disait au début de la conférence, donc la majorité des biens immobiliers sont vendus aux enchères ici en Nouvelle-Zélande. Et c'est quand un bien n'est pas vendu aux enchères qu'on a tendance à être un peu suspicieux en se disant, s'il n'a pas été vendu aux enchères, c'est qu'il y a un souci, personne n'a voulu l'acheter. Quand il est en négociation, comme c'est plus rare, c'est vrai qu'on a toujours tendance à se demander est-ce qu'il y a eu un échec de vente aux enchères ou est-ce que c'est vraiment un choix du propriétaire. Donc, c'est vraiment une mentalité qui est complètement différente à ce qu'on peut avoir quand on achète en France. Donc, comme je le disais, c'est pour ça que c'est important d'être bien préparé, de s'entraîner, entre guillemets, d'aller observer des enchères, d'aller voir ce qui se passe, etc., de bien comprendre en fait la procédure des enchères et ce que ça implique. En France, je crois que vous avez un droit de rétractation à partir du moment où vous avez signé un contrat. En Nouvelle-Zélande, à partir du moment où votre contrat il est devenu inconditionnel, vous vous êtes engagé à l'acheter ou au moins, sinon, vous perdez votre dépôt. Donc, il y a vraiment des particularités au système immobilier néo-zélandais et c'est important d'avoir vraiment toutes les cartes en main avant de se lancer dans un achat. Et c'est pour ça que c'est vrai que comme on l'évoquait, et c'est important d'être entouré, conseillé ou accompagné par des professionnels pour pouvoir faire un achat avisé. Ok, j'ai une question assez intéressante de François. Merci François. En France, on peut acheter avec un bien avec très peu d'investissement initial. Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir quelque chose de similaire en NZ, s'il vous plaît? Ou alors, y a-t-il moyen d'emprunter en France à des taux fixes et plus intéressants pour acheter en Nouvelle-Zélande? Donc, ici, le minimum d'investissement, le minimum de dépôt est entre 10 et 20%. Je pense qu'ils avaient rabaissé à 10% depuis la crise du Covid, mais normalement, on était ça dépend ce que vous achetez. Si c'est pour votre résidence principale, vous pouvez investir avec 10%. Si c'est une résidence en vue d'un investissement locatif, le minimum, ça sera 40%. D'accord? Donc, c'est à voir en fonction de quel est l'objectif de votre achat. Le fait d'emprunter en France, ça va être compliqué. Vous pourrez emprunter en France si vous pouvez nantir un bien en France. Parce que les banques françaises, à ce jour, n'arrivent pas à prendre de garantie sur des biens ici en Nouvelle-Zélande. Donc, il va falloir que vous puissiez nantir un bien en France pour pouvoir investir, emprunter en France pour pouvoir payer ici en Nouvelle-Zélande. C'est le genre de choses qu'on recommande pas de façon qu'on recommande pas d'une part parce que le plus gros problème auquel vous pouvez vous exposer, c'est un problème de change. Si vous devez compter sur vos revenus néo-zélandais pour payer, pour rembourser votre crédit français, lorsque le dollar néo-zélandais baisse, il va falloir beaucoup plus de dollars néo-zélandais pour payer votre emprunt que vous avez fait en euros. Donc, si vous avez les moyens de rembourser le crédit en France sur des revenus générés en France, pourquoi pas. Mais si vous devez emprunter ici, vous devez emprunter en France pour acheter ici en Nouvelle-Zélande, moi, c'est pas quelque chose que je vous conseillerais parce que c'est quand même extrêmement dangereux, surtout par rapport au taux de change. Et si vous prenez des assurances par rapport au taux de change, vous retombez globalement sur les mêmes taux qu'il y a ici en Nouvelle-Zélande. À ce jour, je crois qu'on est à 2,70. On est à 2,70. On a combien là à ce jour, Julie? 2,70, non? Ou 3, 25, 3,25. Oui, On peut avoir moins un de peu en dessous 23. de. Ah, c'est un peu en dessous. Ça dépend du déposit que vous aurez, du nombre d'années sur lequel vous vous engagez avec la banque, etc. Mais ouais. On a Et 2,95. ça a pas mal baissé ces derniers mois. Et on parle d'intérêt négatif pour l'année prochaine. Mais là, pour l'instant, c'est pas encore réalisé. Et je suis pas très sûr comment les intérêts négatifs peuvent tenir longtemps. Comment une banque peut gagner de l'argent en vous payant pour emprunter. Mais bon, peut-être qu'il y a des miracles. On verra bien. Donc, en revanche, une chose qui est qui peut être intéressante pour les gens qui veulent acheter en Nouvelle-Zélande, c'est de commencer pour les résidents, vous avez le KiwiSaver. Et ça, lorsqu'on parle autour de nous du KiwiSaver, les gens
prennent ce compte-là plutôt comme un compte d'épargne, mais pas forcément comme un compte d'investissement. Et en fin de compte, le KiwiSaver, bon, il est réservé aux gens qui sont résidents aussi bien au niveau statut immigrant et immigration et statut local, c'est-à-dire qu'ils habitent ici. C'est ouvert à partir de 18 ans. L'intérêt du KiwiSaver, c'est que lorsque vous cotisez, votre employeur va cotiser minimum à la hauteur de 3%. Si vous cotisez plus de 1 053 $ par an, l'État, tous les ans, va vous verser une prime de 521 $ en plus de votre investissement. Et vous pouvez aussi, au bout de 3 ans, utiliser ce KiwiSaver pour acheter un bien dans lequel vous allez vivre. Vous ne pouvez pas acheter un bien que vous allez louer, mais vous allez pouvoir utiliser l'argent de votre KiwiSaver comme déposit pour acheter en Nouvelle-Zélande. Et suivant ce que vous achetez, entre le neuf et l'occasion, l'État va pouvoir aussi vous aider entre 5 et 10 000 $ suivant les conditions sur votre déposit. Donc, le KiwiSaver, c'est pas simplement qu'un compte épargne. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo où vous allez voir l'importance de gérer votre KiwiSaver correctement. Donc, je vais mettre la vidéo en place. Vous me dites si ça fonctionne. Philippe, peut-être en introduction de la vidéo, ce qu'on peut dire en fait, c'est que il y a plus d'une vingtaine en fait de fournisseurs de KiwiSaver en fait en Nouvelle-Zélande. Oui. Et on a tendance, comme disait Philippe, en fait, la première personne qui va souvent nous parler du KiwiSaver quand on devient résident, en fait, c'est le banquier et qui demande est-ce que vous voulez ouvrir un KiwiSaver, et on fait ça comme si on allait ouvrir un compte à terme ou un compte épargne, comme le disait Philippe. Sauf que finalement, en fait, votre banque, en tant que gestionnaire KiwiSaver, parce que c'est de l'argent qui va être placé sur des marchés financiers pour générer des intérêts, en fait, votre banque, c'est peut-être pas le gestionnaire de KiwiSaver le plus performant sur le marché néo-zélandais. Et donc, finalement, en fonction des projets que vous avez, il est peut-être intéressant de chercher un provider de KiwiSaver qui a des meilleures performances afin que d'ici quelques années, l'épargne que vous avez mis sur ce KiwiSaver ait fructifié au mieux pour vous. Voilà. Et donc, quand vous ouvrez votre KiwiSaver, votre provider de KiwiSaver va vous demander un peu votre profil en tant qu'investisseur et votre rapport par rapport au risque des investissements. Et en fonction de vos réponses, il va vous orienter ou vous conseiller vers un fonds qui va être soit conservateur, où les retours sur investissement sont moins importants, mais les risques aussi sont moins importants, ou de l'autre côté de l'échelle, il va vous mettre sur un fonds qui va être plus agressif, où vous allez avoir un retour bien plus élevé. Mais en cas de crise du Covid, comme on a pu le voir en l'espace de quelques semaines, il y a eu des fluctuations très importantes. Finalement, les KiwiSaver se sont rétablis, mais c'est vrai que ceux qui étaient en agressif ont eu un peu peur parce qu'ils ont vu que ça avait baissé rapidement, même si c'est revenu ensuite à la normale quelques semaines après. Donc voilà, et c'est du coup ce que la vidéo va vous montrer, la différence entre les différents types de prise de risque, entre guillemets, et de retour sur investissement que vous pouvez avoir quand vous ouvrez votre KiwiSaver. Sans oublier qu'un KiwiSaver, c'est des investissements à long terme. Et suivant où vous en êtes dans votre projet, si votre projet, c'est d'acheter une maison dans 3 ans, on ne va pas forcément vous conseiller d'aller sur des fonds agressifs. On va plutôt vous conseiller d'aller sur des fonds beaucoup plus conservateurs. Parce que vous aurez une lisibilité de l'épargne que vous aurez à terme. Si votre but, c'est de mettre de l'argent de côté pour votre retraite et que vous avez un plan à 20 ou 30 ans, là, vous pouvez aller sur des fonds beaucoup plus agressifs parce que forcément, il y aura des fluctuations, mais dans le temps, vous allez pouvoir augmenter votre capital. Là, dans la petite vidéo qu'on va vous montrer, entre les différences de fonds, il y a une différence de 90 000 $ sur la durée. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, on part du postulat, donc ça, c'est le postulat de fin, le début. Vous avez 30 ans, vous êtes employé, vous allez avoir un salaire de 65 000 $, vous avez 0 d'apport et vous allez mettre 50 $ par semaine. Donc, si c'est un fonds conservateur, vous allez gagner 165 398 à vos 65 ans.
Et si vous changez et si vous mettez sur un fonds concentré sur la croissance, vous allez gagner 255 369. C'est-à-dire que sur la même somme épargnée, suivant la différence de fonds que vous allez avoir pratiquement 90 000, enfin vous allez avoir 90 000 à quelques centimes près de plus sur des fonds, agressif. L'intérêt du KiwiSaver aussi, c'est que c'est une épargne que vous n'allez pas sentir parce que ça va être prélevé dès le départ au niveau de vos salaires et donc vous pouvez simplement sortir cet argent-là sans que ça soit quelque chose qui soit douloureux, que vous devez y penser tous les mois. C'est des choses qui peuvent être mises. Si vous n'avez pas choisi de fournisseurs, vous êtes mis dès le départ sur des comptes de défaut. Il y a 9 comptes de défaut qui sont choisis par l'IRD et vous n'êtes pas forcément sur les meilleurs comptes. Donc, c'est vrai que quand c'est des comptes d'investissement, on vous conseille de venir nous voir et de voir quelles sont les possibilités que vous avez pour changer de KiwiSaver et de vous mettre sur des comptes, sur des providers qui sont beaucoup plus agressifs ou pas forcément agressifs, mais beaucoup plus performants j'allais dire contre les banques, mais qui sont pas forcément, c'est pas forcément leur métier. Là, les gens avec lesquels on travaille, c'est leur métier d'investir dans des produits qui sont rentables. Donc, voilà. Des questions peut-être par rapport à ça. Les 3 façons d'ouvrir un KiwiSaver: avoir 18 ans, l'employeur, vous pouvez l'ouvrir vous-même en passant par votre employeur ou nous contacter. Et en passant par les fournisseurs KiwiSaver comme les banques. Donc là, les versements sont directement pris à la base. La contribution minimum de 3% du salarié. Le fait que vous gagnez 50 centimes par chaque dollar investi avec une limitation de 521 dollars à l'année. Vous pouvez utiliser... Du gouvernement, merci. Vous pouvez utiliser le KiwiSaver pour acheter votre première maison. En cas de difficulté financière, vous pouvez utiliser votre KiwiSaver. Dans le cas où vous repartez en France, vous pouvez essayer de récupérer la somme qui était investie. Ok, j'ai encore une question. On utilise le site de Generate parce que Generate, oui, on est partenaire avec eux et on pense qu'on a, avant d'aller avec ces gens-là, on a regardé plusieurs fournisseurs de KiwiSaver. On n'a pas fait de comparaison, mais on a regardé par rapport aux sites génériques qui correspondent au KiwiSaver, de Morningside et plusieurs sites comme ça. Et Morningstar, et Generate ressort généralement dans les premiers sur pas mal de catégories. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de travailler avec Generate, mais on est ouvert à toutes. On n'a pas de partenariat spécifique, exclusif avec Generate. Si vous êtes intéressé par un autre KiwiSaver, on pourra aussi vous aider avec d'autres KiwiSaver. Voilà. Disons que, juste à titre d'expérience, c'est aussi pour ça qu'on s'est dit que c'était certainement intéressant de parler de ce type, de voir le KiwiSaver comme un placement financier et pas uniquement comme un compte en banque, hein, parce que j'étais passée par là aussi et j'ai ouvert un KiwiSaver avec ma banque, mais vraiment sans me préoccuper et du fonds dans lequel j'étais. Et voilà, c'était une démarche comme une autre. Presque un peu obligatoire, mais sans voir plus la stratégie financière derrière ça. Et c'est vrai que quand j'ai regardé le rapport, en fait, la banque dans laquelle j'avais mon KiwiSaver est placée à la 17e position sur tous les providers de Nouvelle-Zélande dans le fonds dans lequel j'étais, alors que Generate est en première position. Donc, ça fait 3 ans que j'ai mon KiwiSaver et que, en fait, voilà, je suis dans l'un des plus mauvais providers de KiwiSaver parce que je ne me suis jamais posé la question sur ce genre de choses. Donc, voilà. Et c'est quelque chose qui est vraiment très simple de transférer, etc. Enfin, donc, on pensait que c'était une réflexion qui pouvait être intéressante pour vous, que vous ayez déjà la résidence ou que vous l'ayez demandé ou que vous projetiez de l'avoir d'ici quelques temps, de commencer à vous pencher sur la question parce que c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui est vraiment très spécifique à la Nouvelle-Zélande et dont on entend
peut-être régulièrement parler, mais sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Donc, OK. Donc, d'autres questions pour l'instant? Non, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Je regarde s'il y a d'autres questions. Bougez pas. Non. Pareil, pour le KiwiSaver, quand vous avez pu le voir lors de la crise du Covid, certains KiwiSaver ont baissé parce que comme ils sont adossés à des produits qui sont cotés en bourse, forcément les bourses ont baissé, donc les KiwiSaver ont aussi baissé. Il ne faut pas s'affoler. Ce n'est pas le moment de changer. Quand vous êtes en agressif ou en fonds de croissance, c'est surtout pas le moment de changer. Il faut rester dans la même zone parce que si vous changez, vous perdez tout. OK, vous perdez la valorisation de vos parts, mais après, vous allez réinvestir dans un fonds beaucoup moins performant. Donc, comme le KiwiSaver, c'est un investissement à long terme, bah, même si il y a des fluctuations, bah, il faut rester dans le schéma où vous êtes. C'est bien ça, Julie? oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai que il y a eu un petit mouvement de panique en mars-avril. Pas mal de personnes ont vu, en effet, comme disait Philippe, leur KiwiSaver, s'ils étaient sur un mode assez sur les fonds les plus agressifs, ont vu que ça avait chuté et du coup, ils ont tout de suite transféré sur du conservateur. Alors que quelques semaines plus tard, les fonds agressifs sont remontés au niveau initial, voire l'ont dépassé. Et comme en fait, ils ont changé de fonds, bah, ils n'ont pas bénéficié de cette remontée de leur investissement. Donc voilà, entre guillemets, ils ont un peu tout perdu. Donc comme disait Philippe, c'est vraiment des investissements sur le long terme. Votre argent est investi sur les marchés financiers, donc c'est normal qu'il y ait des fluctuations. Et donc finalement, en fait, il ne faut pas faut pas regarder au quotidien ce qui se passe sur votre KiwiSaver. Et pour rassurer les gens, les gestionnaires de fonds ne disposent pas d'autre argent. L'argent est sur des trust accounts, sur des comptes contenus par des trusts, mais qui sont indépendants. C'est-à-dire que si demain votre provider fait faillite, l'argent qu'il a investi, qu'il investit pour vous, n'est pas lié à son activité à lui. Okay. L'argent est considéré sur des public trusts. Juste, Philippe, je vois qu'il y a une question sur les bâtiments commerciaux. Oui. Où est-ce qu'on peut trouver des informations sur les investissements en bâtiments commerciaux? Alors, vous trouvez énormément d'informations déjà sur notre site internet et sur notre blog. Et sinon, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est que vous pouvez nous envoyer un email parce que tous les fonds des bâtiments commerciaux ne sont pas toujours disponibles. Il y a deux façons d'investir dans les bâtiments commerciaux. Soit il y a une levée de capital qui est organisée par le fonds parce qu'il y a l'acquisition d'un nouveau bâtiment et donc il y a l'émission de nouvelles shares. Donc il y a de nouveaux investisseurs qui peuvent entrer dans ce fonds. Soit vous pouvez rentrer dans le fonds sur le marché qu'on appelle secondaire et il faut que vous attendiez qu'il y ait des vendeurs qui vous revendent vos shares pour que vous puissiez y rentrer. Voilà. Les deux fonctionnent très bien. Bon, l'acquisition des bâtiments, ça ne se fait pas tous les mois parce qu'il y a un énorme travail de recherche qui est effectué par le gestionnaire pour s'assurer que le bâtiment qui va être acquis va être profitable pour les investisseurs, ne va pas faire baisser les taux, les retours sur investissement, que les locataires qui se trouvent dans le bâtiment sont stables, solides, sérieux, etc. Que le bâtiment répond à toutes les normes sismiques, par exemple, ou que le bâtiment a un potentiel de retour très important si jamais il y a des travaux qui sont effectués. Enfin voilà, il y a énormément d'argent en amont qui est dépensé pour les études pour s'assurer que ça va être un bon investissement pour le fonds. On va dire que tous les 6 mois, on a l'acquisition d'un bâtiment sur l'un des fonds. Voilà. Sinon, sur le marché secondaire, en ce moment, les shares s'achètent toutes les 2 semaines. Voilà. Je pense que sur le chat, je peux vous mettre mon adresse email si vous voulez m'envoyer un email. Voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas rentrer en détail sur tous les sujets, mais n'hésitez pas à nous contacter soit sur Facebook, soit par email ou à demander une consultation par téléphone si vous voulez qu'on aille plus loin voilà, sur ces différents sujets. Ce que j'aime bien avec les fonds commerciaux avec lesquels on travaille, c'est que le fonds déjà existe depuis 1992 et on peut assister aux assemblées générales parce que je suis moi-même investisseur dans ce fonds, donc je représente les gens qui ont investi dans ce fonds-là. Et
lorsque j'étais à la dernière Assemblée générale, la moyenne d'âge des gens était entre 70 et 80 ans. C'est-à-dire c'est des gens qui sont rentrés avec ce fonds au départ et ont conservé le fonds. Autre chose aussi qui est aussi intéressante, c'est que au niveau du comité de direction, il y a un représentant des petits actionnaires comme nous qui siège au niveau du comité de direction et donc qui va défendre ses intérêts et bien évidemment nos intérêts. Et c'est une personne que l'on élit lors de ces assemblées générales. D'autres choses à ajouter, Julie? D'autres questions? Non. Non. Je pense qu'après, voilà, s'il y a des questions, on peut. S'il y a des questions sur des projets particuliers ou personnels, on peut y répondre au cas par cas. Voilà. Après, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. Mais... Ok, bah, il ne reste plus qu'à vous remercier d'avoir assisté à cette webinar. Je vous présente l'ensemble de la team. Donc, vous pouvez reconnaître Julie Lefer qui est avec nous. On a Julie Mariozzo qui s'occupe de l'immigration. On a Martine qui s'occupe des études supérieures. On a Ariane qui s'occupe des études et qui est aussi conseillère en immigration. Et on a Salomé qui est l'organisatrice de tous ces événements-là, qui s'occupe du marketing, de la communication et qui nous permet d'être là ce soir avec vous ce soir. Voilà. Donc, je vous remercie. Toujours d'autres questions qui sont arrivées. Peut-être une autre dernière question. Bonjour, existe-t-il un comparateur pour les différents KiwiSaver? Oui, il y a un comparateur qui s'appelle, vous allez sur le site Sortid, c'est ça, .co.z, Sortid, et vous pouvez avoir un comparateur par rapport à ça. Et je crois que Morningstar aussi. Oui, Morningstar, c'est un rapport en fait sur les performances de chaque fonds. Voilà. Qui n'est pas forcément toujours très lisible, mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous envoyer le dernier rapport et vous mettre en évidence les différents fonds, les top 3 par exemple. C'est ce qui est le plus intéressant. Voilà. Il faut faire toujours attention dans les comparateurs aussi bien d'assurance, de KiwiSaver et ainsi de suite, de savoir qui est derrière et qui sponsor les comparateurs. Parce que des fois, les comparateurs sont sponsorisés par telle et telle entreprise et leur comparaison n'est pas forcément des plus objectives. Voilà. C'est juste un petit conseil en disant attention, regardez qui est derrière. Voilà, donc merci pour tous. Merci à tous pour avoir assisté à cela. J'ai encore une question qui arrive, donc super. Malika, en cas d'acquisition d'un bien immobilier, est-il possible de créer une activité commerciale sur le même site? Oui et non. Ça va dépendre sur quel endroit vous achetez. Si le lieu n'est pas… parce que chaque parcelle en Nouvelle-Zélande est répertoriée, soit c'est une parcelle résidentielle, ou soit avec lequel il peut y avoir une activité commerciale, ou c'est une partie commerciale et où il ne peut pas avoir une partie résidentielle. Donc, avant de faire avant de commencer à vouloir mettre une entreprise commerciale ou dans un bien particulier, il faut vérifier si vous avez la possibilité auprès du council d'avoir une activité commerciale, parce que toutes les zones sont référencées de façon différente. Voilà. Donc, c'est important de vérifier ça dès le départ. Une autre question encore. Merci, merci François. On attend votre email, François, qui nous remercie. Donc, merci à vous, François, d'avoir assisté à cette conférence. Et merci à vous tous. Et si vous souhaitez qu'on en refasse de façon plus récurrente, il faut juste nous envoyer un email si on pourra le faire. La bonne nouvelle, c'est que normalement, cette conférence, ce webinaire a été enregistré et on va le mettre certainement sur Facebook et vous pouvez aussi le recommander à vos amis s'ils veulent voir ce webinaire et avoir les réponses aux questions qui pouvaient éventuellement se poser. Et si toutefois vous avez d'autres questions, quand on vous a donné vos coordonnées téléphoniques et email, et vous pouvez nous écrire et vous pouvez aussi nous contacter par notre site Facebook. Merci pour tout. Merci à tous. Merci. Une autre question, merci. Non, Malik, encore. Malik, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. En attendant de faire une présentation avec un focus sur l'immobilier et résidence secondaire.
Ok, ça, c'est des choses qui peuvent qui peuvent être Absolument. qui peuvent être mises en place avec plaisir. Et si j'espère que la prochaine fois, on pourra faire un apéro, un vrai apéro, parce qu'on avait trouvé un lieu qui était assez sympathique à Auckland, ça s'appelle Cher, c'est ça, sur Quay Road. Et c'est vraiment un endroit qui est très sympa. Alors, on a fait avec la Chambre de commerce dernièrement The Women Leadership, et c'était vraiment un endroit qui se prête à ce genre de réunion. Et donc, on le fera avec plaisir à cet endroit-là la prochaine fois, physiquement et en vrai. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous et, Merci. et à bientôt. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir.